C'est les alliances avec le reste du monde, bien évidemment, mais aussi avec les populations indigènes de l'Amazonie, du Brésil, puisque dans nos relations internationales, dans nos relations commerciales, dans nos modes de consommation, de vie actuelle, eh bien, nous avons un impact énorme, sans nécessairement toujours en avoir conscience, sur la vie de nos frères et de nos sœurs sur le reste de la planète. Et en travaillant dans la commission du commerce international, mon objectif est de faire en sorte que les règles du commerce international au niveau européen soient celles du commerce équitable, avec un revenu juste, avec des relations justes qui respectent les normes sociales, environnementales, et qu'on travaille main dans la main, Union européenne et pays partenaires, pour des partenariats qui permettent simplement un développement local, économique sain. Et c'est évidemment loin des relations commerciales que l'on connaît aujourd'hui au travers d'accords comme celui qui vient d'être signé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Donc, le Brésil est dans les pays du Mercosur, mais il y a aussi l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe est engagé depuis 20 ans maintenant, et vous allez l'entendre par Thomas Weiss, mon collègue autrichien qui est ici et qui interviendra après la projection du film. Ça fait depuis que les négociations commencent que les négociations ne vont pas dans la bonne direction en termes de normes sociales, environnementales. Et donc on a des leviers d'action en tant qu'Européens. Vous avez ces leviers d'action aussi en tant que citoyens, citoyennes. Et l'important pour nous, c'est aussi d'entendre la voix des peuples qui sont concernés. Et c'est pour ça que la soirée de ce soir est extrêmement importante et sera illustrée aussi. Ah, la traduction portugaise ne fonctionne pas, donc on va essayer de régler le problème au niveau technique. Mais voilà, Kasik Taou est déjà au courant du cadre puisqu'il est l'invité principal de la soirée. Et donc l'objectif de projeter le documentaire dont Geert Peter va dire un mot avant la projection, c'est de s'immerger un peu dans la réalité locale et de montrer comment nous, en tant qu'Européens, on peut agir pour éviter un impact comme il s'annonce, notamment au travers de cet accord commercial entre l'Europe et les pays du Mercosur. On a des levées d'action, c'est aussi le message de cette soirée, pour ne pas laisser faire ce type de modèle. Évidemment, le contexte politique a changé, je ne dois pas vous le rappeler, vous l'entendez, je pense, tous les jours au travers de l'actualité. Et à nouveau, Thomas parlera aussi de l'évolution de ces dynamiques politiques et des majorités ici au Parlement européen. Mais néanmoins, le combat en vaut la peine, vous allez le voir. Et on reviendra sur les leviers de mobilisation que l'on a au niveau politique et que vous avez au niveau citoyen aussi. Donc, Geert Peter Bosch, qui est le réalisateur du documentaire Amazonia au cœur de la terre-mère, va introduire le documentaire qu'on va voir. Bonjour. C'est mieux là ? Oui, voilà. Bonjour à tous et merci à Saskia Bricmont, Thomas Weiss d'avoir organisé cet événement. Journée mondiale de l'environnement, quand même, il faut quand même qu'on le rappelle aujourd'hui, c'est important. Et alors, il y a une pensée qui m'est venue en retournant dans cette salle, puisqu'on parle des relations commerciales impactant les peuples indigènes. Et immédiatement, je me suis souvenu que j'étais dans cette même salle en 2013, et que c'était aussi un problème de commerce, de relations commerciales impactant les peuples indigènes sur un tout autre sujet, mais ça m'a marqué, et c'était concernant le barrage de Belo Monte. Et c'est devenu, en fait, cet événement, une scène de film. Donc on a fait un film qui s'appelle Terra Libre il y a quelques années, et c'est déjà en fait là il s'agissait d'un barrage avec des intérêts économiques européens qui impactaient sur les peuples indigènes, et on se dit on est quand même en 2025 et on est encore en train d'impacter les peuples indigènes avec nos relations commerciales. Il faudrait peut-être que ça bouge un petit peu. Donc l'extrait du film que vous allez voir parle de ça, parce que j'ai choisi, on a fait un film avec la princesse Esmeralda qui s'appelle donc Amazonia, cœur de la terre-mère. Donc je suis réalisateur, mais je suis aussi activiste. Je suis engagé depuis que je suis lycéen auprès des peuples indigènes.
Et j'aime bien le rappeler parce qu'aujourd'hui, autour de ce film, on fait un projet mondial d'éducation. Et le cacique Taou Metuktir, que vous entendrez tout à l'heure, et qui est le petit-fils du cacique Raoni, est venu lancer avec nous ce projet d'éducation parce qu'on a envie là d'être dans du concret. On pense que par l'éducation, et on a vu un petit peu, on a fait toute une période de tests. On a l'impression que là, vraiment, il y a quelque chose à construire de solide. Tout le reste, à chaque fois, patatras, ça s'écroule. On doit recommencer à chaque fois les mêmes batailles. Et donc ce film, l'extrait qu'on a choisi de vous montrer, on a fait un film d'1h15 qui tourne beaucoup autour de la beauté des images, beauté de la musique, autour de la beauté de la culture indigène. Mais ce passage que vous allez voir est plus évidemment centré sur les relations commerciales pour qu'on puisse évidemment après en débattre et vous puissiez voir exactement ce qu'ont à nous dire les représentants indigènes sur ça et leur œil, leur façon puisque c'est ça, le but du film, c'est pouvoir faire en sorte qu'ils puissent vous parler directement puisqu'ils ne peuvent pas tous voyager tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on fait des films. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a des contacts avec des députés européens qui sont à l'écoute et qui sont à l'écoute sur le long terme. Et on a besoin d'eux aussi. Là, j'allais dire que, pour pas faire une introduction trop longue, mais que c'est important parce que au Brésil, les peuples indigènes ont quand même quelques soutiens sur des petites coalitions de députés qui les aident aussi à les informer sur les nouvelles lois qui rentrent en place. Je pense qu'ici, il faut qu'on fasse aussi une telle coalition. On essaie de la faire depuis quelques années. Pas évident avec les batailles que vous avez amenées aussi. On sait que vous êtes en résistance au Parlement européen. Mais donc, voilà, en s'unissant, on peut arriver à créer des nouvelles alliances. C'est le thème de la journée. Bon, bonne projection à vous et à tout à l'heure. J'ai oublié de dire qu'il y a des casques avec interprétation. Merci à nos interprètes à distance. Vous ne les voyez pas, mais ils sont bien là. Donc français, anglais, portugais, pour ceux qui veulent. Et si le son est trop bas, le casque dans votre langue vous permet aussi d'amplifier le volume. Donc, bon documentaire. En amont de la COP30 qui aura lieu au Brésil au mois de novembre. Les enjeux sont majeurs puisque l'objectif c'est que la voix des peuples autochtones, que la voix des jeunes soit entendue et davantage entendue qu'elle ne l'a été précédemment dans les négociations climatiques internationales. Les enjeux sont majeurs dans un contexte global, hostile en fait aux politiques environnementales, aux politiques climatiques. Alors que qui peut rester insensible à ce qu'il se passe quand on a un regard dessus et qu'on entend la voix des peuples autochtones. Et c'est ce que, avec notre invité d'honneur ce soir, le cacique Taou Metuktir, nous voulions faire en vous donnant aussi l'occasion de le rencontrer, de l'entendre, évidemment après pouvoir aussi interagir et poser vos questions. Il perpétue aussi le combat de son grand-père que l'on a vu dans le documentaire et le cacique Raoni à qui on envoie toutes nos ondes positives ce soir. Et donc c'est l'occasion pour vous, pour nous, de lui donner la parole et de l'entendre aujourd'hui avant de donner évidemment la parole aussi aux autres invités. Cacique Taou. Falar o quê? Você pode apresentar o que você está aqui na frente. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. Meu nome é Taou Metuktir, povo Kayapó, e território Caporizarina, Mato Grosso. E a minha vinda aqui para Europa para mim pedir apoio à educação indígena tradicional, porque o meu povo com a interferência dos homens brancos, a cultura do branco eu tenho medo de perder tudo, a cultura, a festa, a dança, artesanatos, tudo. Então, por isso eu estou aqui para pedir apoio, política e financeiro também, para poder registrar tudo, para comprar
equipamentos ou alguns materiais para poder registrar, porque o nosso território, o nosso velhos estão pouco agora, estão muito pouco, e principalmente o meu avô Cacique Elni, que tem muita história, tem muita acanto, muitos conhecimentos de medicina tradicionais. Então, a gente precisa registrar, porque eu vejo o mundo de vocês, o modo de vida de vocês, vocês têm tudo escrito, tudo registrado num vídeo, assim. Então, mas nós não. A gente passa conhecimento através da história contadas oral, né? Então, hoje em dia, com essa interferência dos homens brancos e a aproximação dos homens brancos, assim, eu pensava que vou ter que procurar um meio para não, antes de os velhos todos deixaram nós, tem que procurar um meio para poder registrar. E esse trabalho a gente vai fazer, aplicar, mostrar para os nosso aluno indígena dentro da escola. Então, por isso que a gente precisa fazer livro com escritos nossa língua, registrar, fazer vídeo também, isso que estou querendo pedir para vocês. E essa educação tradicional e diferenciados, porque o Cacique Elni está preocupado, porque só hoje em dia nossos jovens pensam que na cidade, as cidades dos brancos tem todos forma de aprender. Então, e a nosso território só tem a escola, onde os brancos ensinam, manda livros, tá? Por exemplo, matemática, história, contados do branco, língua portuguesa, entre outras matérias. Então, a gente precisa estruturar dentro da nossa território para a gente poder ter o nosso conhecimento tradicional e ter conhecimento dos homens brancos. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa se defender. Então, por isso que a gente, hoje em dia, tem nova ferramenta de lutar, de proteger, por exemplo, se eu fiz vídeo, vocês acabaram de ver, para a gente, nós mesmos, Caiapó mesmo, fazer registro, fazer divulgação, e também eu estou buscando apoio financeiro também para poder algum de vocês que interessa de ensinar a língua mundial, que é a língua inglesa, língua espanhol. Não para todo o Caiapó, mas para alguns, para a gente poder, nós mesmos, falar diretos com vocês, diretos falar da nossa situação, o problema que tem no nosso território. E por isso eu preciso de apoio aqui. Então, por isso que eu pedi para o meu amigo Guete, que conhecido faz tempo, eu pedi para ele, tem que fazer alguma organização, alguma associação, para a gente poder trabalhar junto. Porque se a gente não falar, se a gente não vão alertar, os problemas que tem, a gente só vão ficar no território, o homem branco vai acabar com o indígena. Nós temos cultura, nós temos uma língua diferente. A gente não precisa ser acabado. Então, a gente precisa continuar essa cultura que o nosso povo, nosso avô, nosso pai deixaram para a gente. Então, por isso que eu estou aqui, para falar isso. E artesanatos que a gente fez,
preciso que o nosso velhos que estão pouco agora, precisa a gente registrar fazendo um livro também, para não acabar. Então, a cultura dos homens brancos está cada vez mais forte. Então, nós jovens também vamos viver no futuro com essa mudança. Então, nós temos que pensar. Nós temos que pensar coisa nova e buscar apoio para poder aplicar dentro da nossa território. Então, por isso que estou aqui para falar isso. E também falar da preservação, porque nós, indígenas, depende da mata, depende da terra, depende do rio, porque nela que traz alimento para a gente. A gente caça, pesca para sustentar a nossa família. Então, por isso que a gente precisa não destruir nosso território, não acabar com a nossa floresta. E a floresta também, que a gente pega o material para fazer artesanato. Sem artesanato, a gente só vão fazer festa, mas só que não tem artesanato. Se for a floresta tudo acabar. Então, tudo isso a gente não quer. Então, por isso que eu estou aqui para pedir apoio. E também para mim fazer intercâmbio, trazer alguns meus parentes indígenas, mulheres ou jovens, para conhecer a diferença da cultura aqui, para a gente mostrar nossa cultura, nosso artesanato para vocês. E para vocês também ter que nos ajudar a falar com o governo para a gente viver em paz. Porque isso é tudo que eu estou precisando falar aqui. E estou aqui também para representar o nosso outro povo do Brasil. Mas que ele não tem condições para vir. Então, vou ter que aproveitar para isso também, para não ameaçar, não invadir a terra dele, não faz problema com ele, porque somos primeiros a habitar no Brasil. O homem branco chegou e fala que descobriu o Brasil, não vê nosso povo que está habitando no Brasil primeiro, há vários anos atrás. Então, isso não pode acontecer. Não adianta vocês só pensar de enriquecer com grande destruição, por exemplo, para criar boi, tem que fazer muito pasto, tem que fazer plantação de soja, de matar todo o área. Não adianta só pensar vocês. E nós também precisamos viver na floresta. O rio que a plantação de soja, onde os grandes empresários jogam veneno, entra no rio, cai no rio, que a gente toma e contamina. A gente, às vezes, que a gente fica doente, diarreia, entre outras doenças também. Então, vocês não pensam que tem indígena, tem povos, a gente igual vocês, a gente come, a gente conversa, a gente ouve o que está acontecendo. Então, tem que ver isso aí para respeitar nós. Então, por isso que eu queria falar para vocês que meu avô, está bem, falando isso, ele está fraco. Ele está fraco. A gente ia vir juntos, mas devido à doença deles, agora ele está tremendo o braço assim, e está com marca-passo aqui no coração dele também. Como outros líderes
faleceu, então por isso que a gente não quer deixar para viajar agora. Então, mas ele pediu para mim representar nosso território, continuar trabalhando, não só para mim, do meu povo também, mas todo o povo do Brasil também, eu queria falar. Então, é isso, por isso que eu estou aqui para falar isso. É só isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Merci beaucoup, Cacique Taou Metuktire. On va attendre qu'il puisse mettre le casque. Et donc, il a partagé avec nous la question essentielle de la transmission. Et l'appel est lancé à toute aide, à tout soutien. Vous avez le QR code ici. Parce que c'est Planète Amazon qui va soutenir aussi ce projet d'éducation et de transmission de la mémoire. Et donc voilà, si d'une manière ou d'une autre vous voulez contribuer, être tenu informé, c'est aussi une manière pour nous de nous engager et de soutenir ces actions. Comme je le disais tout à l'heure, on transmet aussi nos meilleures pensées à votre grand-père, au Cacique Raoni. On aurait aimé, évidemment, l'avoir avec nous ce soir, mais son état de santé ne le permettait pas. Mais néanmoins, vous êtes là, et vous êtes là pour quelques jours. Vous allez aussi aller à Nice, au sommet des océans, pour transmettre un autre message, qui est celui de la protection des mines, puisque l'exploitation minière, on l'a vu brièvement dans le documentaire, est aussi un problème majeur. Et on sait que votre président, le président Lula, est actuellement en tournée de séduction aussi en Europe et va rencontrer ou a rencontré dans les prochaines heures le président Macron, puisque la France s'est officiellement positionnée contre l'accord commercial avec les pays du Mercosur. Or, le Brésil souhaite son adoption. Et donc, on aimerait aussi avoir votre vision là-dessus, à la fois votre démarche d'aller au sommet des océans sur la question de l'exploitation minière et l'action de votre président vis-à-vis de l'accord commercial avec le Mercosur et l'Europe. Merci. Vou participar, né? Sim. É boa pergunta. Sim, eu vou participar. Então, por isso que eu estou aqui parce que amanhã a gente vão tá indo para lá para poder participar todos o encontro que está acontecendo no Nice. Então, a gente vão falar da nossa situação e falar dos problemas, acordos que estão discutindo também. Vou ter que falar que eu não aceito, meu avô Cacique Raoni não aceito esse acordo. Se deu certo, é só para empresários grandes produtores e o preocupante para a gente, território. Então, meu medo é quando esse documento vai ser aprovado e há desmatamentos e produtores vão estar muito próximo ao nosso território. Então, isso, não concordo com isso e não aceito. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Adélaïde Charlier. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire en Belgique de présenter Adélaïde, qui est une figure de proue des marches pour le climat, de la jeunesse mobilisée, disons 2018-2019. C'était les grandes actions, mobilisations internationales, mais aussi ici à Bruxelles pour le climat. Et Adélaïde est une des figures de ce mouvement. Entre-temps, évidemment, tu as lancé d'autres choses aussi dans cette idée de bâtir des alliances. Tu as toi-même été l'occasion d'aller sur place au Brésil, de rencontrer le chef Raoni. Et donc, on aimerait avoir ton écho là-dessus, en lien aussi avec les politiques européennes qui sont actuellement menées. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis trop contente d'être là. J'étais à Paris il y a 2 heures, donc je suis trop contente d'avoir pu vite... Vous m'entendez bien? L'autre? C'est toujours mieux à gauche, apparemment. Je
j'espère que je frustre personne. Je suis très contente d'être là, vraiment. Peut-être juste un petit update sur ce que je fais pour le moment. J'ai fini mes études l'été dernier. Et depuis, j'ai lancé une association qui s'appelle The Bridge, où on continue à faire le pont entre les mouvements des jeunes à travers l'Europe et les politiques environnementales à un niveau européen. Parce que, comme vous le savez, plus de 80% des politiques environnementales sont décidées à un niveau européen, ce qui est donc essentiel qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe ici, littéralement dans ce Parlement. Et donc, pour ça aussi, d'ailleurs, merci beaucoup, Saskia, d'accueillir cet événement. Merci, Gert, pour ta détermination et ce travail de fou. J'aimerais bien être encore plus inclus, mais enfin, pas inclus, mais pouvoir encore plus participer. Mais malheureusement, il y a tellement de choses sur le feu. Il faudra qu'on en parle, qu'on essaye encore de se bouger. D'ailleurs, du coup, pour en revenir avec cette association qui s'appelle The Bridge. Et donc, on coordonne les jeunes à travers l'Europe pour s'assurer que d'abord ils puissent comprendre ce qui se passe ici et donc on décrypte l'actualité des politiques environnementales et ensuite on leur offre des outils afin de pouvoir les influencer et donc à travers cette coordination parce qu'à un niveau national la plupart des mouvements ont évidemment la tête dans la politique nationale et n'ont pas le temps de voir ce qui se passe à Bruxelles, donc on essaie vraiment de créer cette coordination là avec d'autres filles très très badass qui font ça, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez suivre ça. On travaille majoritairement, entre autres, sur le recul en arrière des politiques environnementales, qui est le sein, qui est le corps, malheureusement, des politiques environnementales européennes pour le moment. C'est vraiment, on voit un retour en arrière total, je vous apprends rien. Mais du coup, entre autres, sur des lois qui ont un impact direct avec ce qu'on a vu dans le film, avec littéralement des négociations internationales comme du coup l'accord EU-Mercosur. On a vu l'Espagne qui veut absolument que cet accord passe. Donc je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire de réexpliquer pourquoi cet accord est un désastre. On l'a bien vu dans le film. Et donc ici en Europe, notre rôle serait de se battre pour s'assurer que les décisions qui sont littéralement prises dans ce type de salle, comme dans laquelle nous sommes ce soir, n'ait pas d'impact négatif sur les peuples autochtones au Brésil et à travers le monde. Ici, on parle du coup des pays du Mercosur en Amérique du Sud. Et donc là, littéralement, on a un grand combat pour ces prochains mois, comme chaque année, en fait, j'ai l'impression qu'on dit la même chose. Mais à chaque fois, on arrive à repousser, du coup, la décision de l'accord, donc de cet accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Je parlais du fait que l'Espagne veut essayer d'accélérer cette prise de décision et de mettre en œuvre la validation de cet accord. Ça m'inquiète énormément parce que de base, l'Espagne est un allié dans les politiques environnementales et donc le voir se battre pour cet accord, c'est quelque chose qui me fait très 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 peur. Et donc il va falloir qu'on soit encore plus fort et qu'on se mobilise autour de ça. Malheureusement, il y a d'autres politiques qui sont négociées ici à Bruxelles qui impactent encore les pays du Mercosur et le Brésil. Et donc, c'est par exemple la loi anti-déforestation. Vous en avez peut-être entendu parler. Et là, malheureusement, il y a donc cette idée de se dire que les produits de consommation qui sont importés en Europe, qu'on consomme littéralement quotidiennement, ne soient pas issus de la déforestation. Et ça, c'est quelque chose qui a été de base une victoire dans son adoption et qui, l'année dernière, fin de 2024, l'Union européenne s'est dit « mais on va la retarder ». Et quand je dis l'Union européenne, c'est plutôt les micros de droite. Et donc, il va falloir encore se mobiliser ces prochains mois pour s'assurer que différentes lois qui sont négociées ici au sein du Parlement et au sein des différentes autres institutions européennes soit ne passent pas ou soit passent et soient renforcées, comme la loi anti-déforestation. Et les exemples que je vous donne maintenant, c'est pour démontrer qu'on a la possibilité littéralement d'avoir un impact ici et que cette question de la démarcation des territoires, de l'impact sur les forêts et la forêt amazonienne plus précisément, elle se décide aussi littéralement à Bruxelles. Là où on passe peut-être pour certains d'entre vous la majorité de notre temps. Et donc ce n'est pas du tout
une question de combat lointain. Et c'est pour ça que nous, avec le mouvement des jeunes à travers l'Europe, on se sent hyper concernés par ces différentes prises de décision, surtout cette année avec la COP30 qui se passe au Brésil. Et donc, on essaye de se mobiliser en maximum sur ces différentes prises de position et en tout cas dire que pour notre partie de notre génération, ça ne se fera pas en notre nom d'accepter ce type de loi. Donc, après, je serais partante de continuer à parler de comment on continue et on renforce les coalitions, surtout vis-à-vis de la COP30 qui arrive, où on pourra se retrouver aussi là-bas. Mais je vais peut-être laisser la parole aux autres en attendant. Merci. Je pense qu'il serait intéressant que tu dises un mot sur ces alliances, parce que tu as participé à de précédentes COP, avec ce constat généralisé qu'en fait la voix des peuples n'est pas entendue, que les sponsors des COP sont en fait les entreprises qui bénéficient largement d'accords comme celui entre l'Union européenne et les Mercosur. Donc le poids des lobbies que tu as pu constater aussi, il ne faut pas rentrer dans tout parce que c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures, mais néanmoins tu as cette expérience-là et voilà, en tant que voix des jeunes, je crois que c'est aussi important. Tout comme la voix des peuples autochtones n'est pas entendue, la voix des jeunes ne l'est pas suffisamment non plus. Et donc, quelques mots là-dessus, et puis on passera au... Merci beaucoup, ça c'est une très très bonne question. Alors déjà, pour revenir peut-être en arrière, j'ai fait en 2019, donc quand j'étais un peu plus jeune, la traversée de l'Atlantique en voilier. Et à ce moment-là, le but était d'aller à la COP 25 qui devait se dérouler au Chili. Elle a été annulée en pleine traversée, donc vous pouvez imaginer notre visage. Il y a quelqu'un qui a rigolé, c'est une bonne blague. On était en train de pleurer, nous. Maintenant, c'est une bonne blague. Et du coup, on est quand même arrivé au Brésil. On a gardé le cap sur le Brésil et on devait participer à une conférence. On a participé à une conférence qui s'appelait Amazonia Centro del Mundo. Et là, on était réunis avec majoritairement des leaders de peuples autochtones qui venaient de différentes parties du Brésil, des scientifiques brésiliens et puis des activistes comme nous. Et là, il y a eu ce moment hyper fort de création de coalition avec des jeunes avec qui on travaille encore aujourd'hui. Donc ça fait... maintenant 6-7 ans qu'on travaille ensemble alors qu'on s'est rencontrés une fois, mais ça a été tellement puissant comme rencontre et surtout c'était une bonne réalisation pour la jeune Adélaïde de 18 ans de réaliser qu'en fait les décisions qu'on prenait ici chez moi avaient en fait un impact ailleurs et surtout que la question du coup du dérèglement climatique dépassait complètement les rapports du GIEC, dépassait complètement la question des gaz à effet de serre et que c'était bien plus large et qu'il fallait avoir une vision holistique du changement, qu'il fallait donc avoir une vision beaucoup plus intersectionnelle et donc aussi complètement se battre pour les questions de droits humains. Et donc, être activiste pour la justice climatique, on ne peut pas se limiter à se dire on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça serait complètement nier la réalité d'un changement systémique nécessaire. Et c'est vraiment grâce à ces rencontres que... je pense les mouvements aussi à travers l'Europe se sont éveillés à une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus large du changement qu'on décide de demander aujourd'hui et qu'on revendique. Et ces coalitions sont essentielles pour nous parce qu'en fait, ce sont des connaissances que, comme vous l'avez dit, qu'on a très peu ici en Europe, dans les pays occidentaux, qu'on nous partage, en tout cas de moins en moins, dans ma génération accro à Instagram. Et donc... ces coalitions sont essentielles pour que nous aussi, en tant que jeune génération, on retrouve du sens dans nos combats, dans nos demandes. Et ça n'a fait que renforcer, je pense, notre mouvement. Et donc ces coalitions sont essentielles et je suis très heureuse de voir qu'on va les renforcer encore plus cette année grâce à la COP30 qui se déroule au Brésil parce que je referai la traversée de l'Atlantique cette année. Donc j'espère que ce ne sera pas annulé cette fois-ci, la COP30 au Brésil. Donc je repars en octobre avec 8 activistes belges et français, avec cette fois-ci des activistes pas seulement environnementaux, des activistes aussi féministes et anti-racistes pour s'assurer qu'on ait vraiment cette vision intersectionnelle et débarquer du coup à la COP30 et renforcer ces coalitions-là. Donc on est déjà en contact avec les jeunes qu'on avait rencontrés il y a quelques années.
et s'assurer qu'on puisse faire coalition sur place. Et alors, pour en revenir juste du coup à la présence et la présence de la société civile dans les COP, je peux vous assurer que c'est horrible. Juste, c'est le meilleur terme pour le décrire, je pense. Normalement, c'est un espace où on pourrait se retrouver aussi en tant que société civile, c'est un momentum. Donc moi, quand j'avais été à Glasgow, on voit une partie Glasgow dans le film, on avait essayé de faire venir du coup les jeunes qu'on avait rencontrés au Brésil. C'était impossible. D'abord, les questions de visa étaient hyper dures, hyper compliquées. C'était une des plus grandes barrières. Ensuite, économiquement, je veux dire, financièrement, les COP, ça coûte hyper cher. Et aussi, après, accéder avec un badge à la COP, c'est hyper dur. Et donc, là, il y a la question aussi de l'injustice vis-à-vis des accès à ces conférences internationales. Clairement, c'était beaucoup plus dur pour mon amie brésilienne de venir à ces COP que pour moi. Et donc là, c'était aussi une injustice qui n'est pas intergénérationnelle, c'est une injustice réelle. De la part de ces il n'y a pas de représentation de la part de ces peuples à cause d'un réel rejet institutionnel de l'organisation des COP. Et donc c'est hyper marquant. Et puis une fois même qu'on a accès à ces COP, donc je peux vous dire que c'est un challenge colossal. Et donc on n'est pas du tout représentatif de ceux qui sont réellement impactés par les décisions qui sont prises à ces COP. Donc c'est majoritairement des personnes privilégiées comme moi en fait qui sont là. Donc c'est pas du tout représentatif de ceux qui sont réellement impactés par les conséquences du dérèglement climatique, par les conséquences des multinationales qui vont occuper ces territoires. Et bref, une fois qu'on est là, pour ceux qui ont peut-être déjà été dans la salle, vous le savez, on a très peu d'espace pour la société civile pour s'organiser et pour prendre de la place, pour faire du bruit, pour déranger, parce que parfois il faut passer par déranger pour d'abord se faire entendre. Et je dis ça parce qu'une fois qu'on a un badge, il est tellement difficile de l'avoir qu'on n'a pas envie de le perdre. Et donc on sait que si on fait une action dite qui dérange trop radicale, peu importe, on peut se faire retirer ce badge. Et donc, c'est-à-dire tout le financement qu'on a mis pour être 2 semaines sur place, on pourrait du jour au lendemain ne plus avoir accès à ces espaces de conférence. Donc ça rend les choses hyper compliquées parce que vous imaginez la stratégie de Zero Key, il va falloir faire l'action plutôt fin de la semaine, de la COP, etc. Et puis après, essayer d'avoir quand même de l'impact sur place. On se sent très limité, on se sent complètement coincé et oppressé et face à des portes fermées. Et donc c'est réellement un challenge en fait de se faire entendre à ces COP. Mais on sait qu'on peut le faire. Et là, j'ai hâte pour cette COP 30 parce que je pense sincèrement, et je l'espère peut-être encore trop naïvement, qu'il y aura un réel changement en termes de représentation de société civile. Que pour une fois, ce ne sera pas majoritairement des Occidentaux qui seront représentés. Et j'espère qu'on pourra, cette fois-ci, être beaucoup plus présent en tant qu'alliance et en tant que force de soutien sur place. Donc voilà, je pars en tout cas avec cette optimisme-là. Et j'espère pouvoir revenir après la COP et ne que vous annoncer des bonnes nouvelles. Merci Adélaïde, on fera une soirée post-COP pour avoir le débrief, parce que c'est aussi évidemment intéressant de savoir comment les choses évoluent. J'ai l'impression d'être un peu en mode pub ce soir, mais néanmoins, The Bridge, donc littéralement le pont, c'est important de connaître les initiatives qui sont porteuses d'alliances et d'y contribuer. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait l'association d'Adélaïde et d'autres, parce que vous êtes plusieurs dans la démarche. Et des alliances des ponts, mais c'est aussi, Geert Peeters, ce que toi tu fais dans le cadre de ton travail, dans le cadre de la diffusion de ce type de documentaire. On a déjà un peu parlé des démarches de Planète Amazon, mais voilà, dis-nous en plus sur les étapes que vous comptez mettre en place. 1, 2, oui. En fait, Adélaïde a dit tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir aussi, parce que ces COP-là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de démocratie aujourd'hui. C'est-à-dire que je me rends compte que nous y allons, nous activistes, beaucoup. En fait, pourquoi ? Non pas pour avoir la liberté de s'exprimer ou pour être entendu, puisque nous sommes dans des salles séparées, déconnectées en fait des négociations. Mais aujourd'hui, on va au COP pour faire du networking. C'est absurde, en fait. Alors,
Moi, je pense en fait, je vous ai montré aussi ce moment du film pour vous montrer un petit peu comment on peut faire autrement. La chose qui m'inspire le plus et qui devrait nous inspirer le plus tous dans la cause indigène au Brésil, par exemple, c'est la manière dont ils ont réussi, en fait, en se mobilisant, à d'abord avoir leurs droits écrits dans la Constitution de 88, mais au-delà, avoir eu l'intelligence de se dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'était pas une finalité, c'était un commencement, en fait, d'une mobilisation qui allait perdurer. Et aujourd'hui, si le mouvement indigène existe encore, c'est par cette Constitution de 88 qui a été un début. Et ils ont tout de suite eu la notion, par expérience aussi, puisque depuis, évidemment, le moment où Christophe Colomb a foulé le pied d'une terre américaine, et ils n'ont jamais cessé d'être agressés ou d'être génocidés. Ils ont compris immédiatement que ces droits qui étaient inscrits dans la Constitution, il allait falloir les défendre et en permanence, et c'est ce qu'ils font. Il faut que vous mesuriez une chose. Au Brésil, on parle de 305 peuples différents, avec au moins 250 langues différentes. Si ces gens-là ont réussi à trouver un consensus à un moment pour pouvoir vraiment s'allier et se retrouver régulièrement, et voir qu'aujourd'hui, alors évidemment, de l'autre point de vue, on peut dire, mais alors dans ces cas-là, pourquoi encore parle-t-on de déforestation si vraiment il y a encore une lutte indigène active? Mais ce serait bien pire, en fait, si ces peuples indigènes ne se seraient pas mobilisés depuis 88. Aujourd'hui, il n'y aurait pratiquement plus rien. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la carte que tous les territoires qu'ils ont réussi à faire délimiter sont des morceaux de forêt primaire qu'ils ont arraché à la déforestation. Donc j'allais vous dire qu'il y a une des choses dont nous, on devrait s'inspirer, c'est peut-être créer nos propres momentum, puisqu'on parle d'alliance. Est-ce qu'on doit dépendre de ces COP-là pour pouvoir s'activer, essayer de faire du bruit en marge de ces négociations fermées, dont on sait que de toute façon les médias suivront très peu? Parlons des 2 dernières COP. Elles ont eu lieu, la précédente a eu lieu en Azerbaïdjan, pays pétrolier, aucune liberté d'expression, bien entendu. Vous vous imaginez bien que pour faire des marches ou des mobilisations à l'extérieur des COP, c'était pas possible. Et la précédente, c'était à Dubaï. Un peu le même genre, 2 pays pétroliers. C'est vrai qu'avec cette COP-là, on a une opportunité intéressante, celle qui va avoir lieu cette année en novembre, COP de Belém en Amazonie. Mais j'allais dire, le moment qui va être le plus intéressant, ça va pas être cette COP officielle avec les négociations classiques. Il va y avoir, j'attire votre attention là-dessus dès maintenant, il va y avoir au moins 2 sommets des peuples extrêmement importants, et pour le coup, cette fois-ci, il y aura la liberté d'expression nécessaire. C'est là où il faut focaliser l'attention, c'est là où il faut focaliser les débats, c'est là où la créativité de mobilisation doit exister, c'est là où les alliances doivent vraiment, en fait, prendre corps. Il faut concentrer ses forces là-dessus. Et j'allais dire au-delà de ça, ce que je voulais vous dire à travers notre projet, là, donc on vous montre un film, ça commence par un film, c'est pas mal les films parce que ça éveille aussi un peu les consciences et peut-être ça peut être source de déclic. Mais nous, au-delà du film, on va vous proposer beaucoup plus, sinon j'inviterai pas le cacique Taoum et Touktir ici juste pour vous montrer un beau film. Cacique Taoum et Touktir, il vient pour travailler, il vient pour se mettre à disposition. Vous avez des peuples indigènes qui viennent à chaque fois se mettre à disposition pour qu'on puisse collaborer avec eux. Qu'est-ce qui nous manquerait? Peut-être de créer le momentum. Et j'ai voulu vous montrer ça dans le film en disant, voilà, il y a eu une occasion où ils ont créé ce momentum. Et, le cacique Raoni a appelé un rassemblement à Brasilia. Et, nous l'avons aidé pour pouvoir réunir des représentants indigènes du monde entier. Ils se sont mis à travailler immédiatement. Je peux vous dire, c'était spectaculaire. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas préparés. Et d'un seul coup, ils ont compris en quelques heures pourquoi ils étaient là. Et tout le monde s'est mis à travailler. Et ça a été productif. Et tout ce qui est né, en fait, et c'était à petite échelle, imaginez-vous, mais tout ce qui est né, en fait, dans ce rendez-vous, a donné des continuités. Il y a peu de temps, je vous donne un exemple comme ça, mais il y a eu une semaine, un de ces chefs-là, 2 de ces chefs-là, un d'Afrique, l'autre d'Amazonie, étaient en Suisse pour faire une immense conférence avec 800 personnes dedans et donner de la continuité à tout ça. Il faudrait qu'on crée des momentum comme ça. Je te parle aussi à Adélaïde, mais je vous parle aussi à vous, nos alliés députés européens. Il faudrait qu'on crée des momentum à l'extérieur de ces négociations pour exister par nous-mêmes. On va commencer petit, mais il faut que ce soit nous qui soyons en mode lead dessus, parce qu'on n'y arrivera jamais de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'aussi, peut-être que parallèlement à ça, il y ait une sorte, peut-être un média pour commencer, une Terre TV ou je ne sais pas quoi, qui pourrait relayer en fait toutes les activités, parce que les gens en fait ne savent pas.
C'est ça le problème aussi, c'est que je pensais à tout à l'heure à un numéro hors série du Monde qui vient de sortir, La fabrique de l'opinion. Vous savez à quel point c'est puissant aujourd'hui, c'est toutes les activités, toute l'énergie, tous les moyens qui sont investis pour manipuler l'opinion. Mais il faut que nous-mêmes, en fait, on se dise une chose. Nous ne sommes pas les seuls, en fait, à faire des activités, sauf que nous sommes dispersés. Nous devons inventer des moyens, en fait, de faire comprendre au peuple, aux citoyens, que nous sommes nombreux, que nous nous relions. Et alors, là, le peuple va commencer aussi à se relier, peut-être à avoir envie de croire, d'espérer, parce qu'on a besoin de ça. Si on isole seul de l'autre côté, on a toujours le sentiment, des fois, de déprimer, de ne jamais y arriver. Donc ce projet, pour revenir au projet qu'on fait avec Amazonia Cœur de la Terre-Mer, d'abord, on est focalisé sur l'éducation. Pourquoi ? Parce que quand on va dans les écoles et qu'on va voir les jeunes, on comprend par les films, parce qu'ils nous le disent souvent qu'ils ne savaient pas, ils voient des choses qu'ils ne connaissent pas dans le film, et après ça les intéresse et ils ont envie de se relier à ça. Donc nous, on a créé ce projet pour relier les jeunes indigènes Kayapo, les professeurs, comme le cacique Taou, qui en plus, non seulement il est chef, mais en plus il est professeur, les communautés avec les jeunes, avec des professeurs. On a une rencontre magnifique, pour vous dire juste un exemple, il y a 3-4 jours, on était à Versailles, où le cacique Raoni a reçu par les mains de son petit-fils le titre de docteur honoris causa d'une université scientifique. C'était un moment historique, magnifique, il n'y avait aucun média. Mais par contre, il y avait une mobilisation du cursus universitaire et des professeurs. Et on a fait une réunion en marge de tout ça. Et je peux vous dire la créativité qu'il y avait déjà dans cette réunion, les possibilités. Et là, j'ai senti des gens engagés, des élèves, des professeurs. Et nous, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille avec les milieux éducatifs. Et on a envie d'investir nos forces là-dedans parce que, à part, vous voyez, essayer de faire un petit peu de bruit dans les COP, faire attention à ne pas se faire virer, comme dit Adélaïde, elle a tout à fait raison, ou faire des side events qui sont relayés en interne, mais qu'on va mettre sur Facebook et autres, et qui sont vus par personne en réalité, ça commence à devenir pénible, fatigant. Tout en sachant, Adélaïde, ce que tu représentes et les mouvements, c'est tellement important, et de savoir que ces mouvements ont été délibérément étouffés, sont minimisés, c'est tellement scandaleux, qu'il faut vraiment, je pense, travailler sur ce levier. Vous avez là les gardiens, ils sont là, ils sont à disposition, il y a moyen de se relier. Tu es une des ambassadrices, en fait, de cette possibilité-là, et bien, voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit, mais avec vous aussi, et je pense que vous pouvez y mettre du vôtre. Et j'allais vous dire, puisque après je ne reprendrai pas la parole, l'une des choses que j'aimerais vous demander à titre personnel, il y a beaucoup de ces leaders indigènes sont sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement pour montrer des jolies photos, c'est pour que vous puissiez être leur ambassadeur, c'est-à-dire partager leurs publications. Faites-le régulièrement, c'est un acte très important, ça leur donne de la visibilité, ça donne de la puissance à leur message. Ils ont besoin de vous et c'est un peu ce qu'ils vous disent à travers leurs publications et quand ils viennent par ici. Vous avez quelques devoirs après cette conférence, d'aller voir, d'aller liker, d'aller partager, d'aller signer. On sera aussi, il y a encore une étape prévue ensemble avec Thomas Weiss, mon collègue député européen autrichien, puisqu'on sera aussi à Strasbourg ensemble la semaine prochaine, dans le cadre du AI, qui est un événement qui rassemble des milliers de jeunes Européens, et où il y a aussi des échanges qui sont prévus, et je pense que c'est essentiel en fait, non seulement de travailler avec, mais aussi d'associer la jeunesse aux décisions politiques, et c'est ce qui nous manque cruellement aussi sur les bancs de ce Parlement européen. Comme le disait Adélaïde, littéralement là, c'est là qu'on négocie avec Thomas le contenu des accords. On ne va pas pouvoir modifier l'accord du Mercosur, mais on doit ou pas donner notre consentement. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important maintenant de se tourner vers l'action politique qu'on mène ici au Parlement européen en tant que groupe des Verts, le groupe le plus mobilisé et historiquement mobilisé contre les effets négatifs des accords de libre-échange. Et donc c'est une partie de l'action qu'on mène ici et Thomas va nous en parler. En tant que membre aussi de la commission Agri ici au Parlement européen, donc qui s'occupe des politiques agricoles. Merci Saskia, et je parle anglais. Okay. So let me just collect some facts first. I think in the last years, the majority of population has understood that if we kill the forests,
that's going to kill our climate finally. And that we need forests to protect our planet from overly warming up. I hope today, after this film, we also understand that the ones that are protecting the remaining forests, the parts that have not been deforested yet, this is the indigenous communities that are protecting them. And I hope we have understood that the legislation around demarcation of indigenous lands is directly contributing, no, directly affecting the protection of these lands. I've been visiting Brazil. It's not just Amazon. It's also Cerrado, it's Pantanal, it's the Atlantic forest, so it's more than Amazon. And if you go to Mato Grosso, which is a huge landscape of agri-industrial desert, the only areas that are still forested are the ones that are demarked as indigenous territories and where indigenous communities uphold the resistance against industrial farming, and it's not farmers. We're talking about multinational companies that are running these industrial farming schemes. They are the ones protecting the forests against it. So if we want these forests to be protected, we have to stand by the indigenous communities, support indigenous communities to keep their culture, to keep their activity, to keep their communities alive. And I think this is one of the main takeaways of this evening today, or I hope at least it is this takeaway. And we have to be aware that we have something to do with this deforestation, because first come the thieves of the forest, which partly ends up in our shops. And then second come the cattle that kind of eat whatever is edible in these remaining scrubs after deforestation. And this is the beef that we're importing into the European Union. And after the cattle are finished, then this land is getting burned because nobody takes the advantage to actually recultivate it, so it's getting burned. But due to the fact that there's less and less humidity, the climate in the Amazon region is destructed already, we have massive, massive fires spreading all over the region, killing hundreds of thousands of animals, killing hundreds of thousands of hectares of forests, and these fires are reoccurring again and again. And it's then what comes afterwards is the industrial agriculture. This is soy, this is corn, this is cotton. But I don't know if anyone here can imagine what one field of 5,000 hectares looks like. It's like all the way you can see to the right, all the way you can see to the left, and all the way you can see to the horizon, and you still don't see the end of this one monoculture, highly toxic field. Toxins are spread with airplanes. But airplanes, you know, we're talking about, you know, some winds that take some pesticides away. Imagine what happens with airplanes. I visited an indigenous community which clearly told me, Thomas, yes, they're not shooting us anymore, but they're killing us today with their pesticides. I visited a village where more than 30% of all women die from cancer because of heavily poisoned water. And there is just the water which is there to be drunken by indigenous communities. We have to be aware that it is our consumption patterns that create this import of soy, which we're feeding into pork, which we're feeding into chicken, which we partly eat, us, and then export across half of the world, dead or alive. It's our business model of successful agriculture policy that we are actively contributing into this destruction. And then at the end of the day, into the destruction of ourselves, because if the climate crisis escalates, and it already does, I know that we all understand extreme weather events reoccurring. We're actually destroying our own livelihood. And not just agricultural goods. If we talk about mining products, it's getting really harsh. Gold. We're importing gold from Brazil, and this gold is mined in legal mines, which are also crazily destructive, but a lot of illegal mining. Illegal miners entering the indigenous communities, squatting the land, attacking the indigenous communities, and then in open pits with mercury, which, by the way, they import from Spain, with
Mercury then dig the gold. And the illegally digged gold is mixed with the legal gold. And there's no way to say if we import gold from Brazil, whether this is from legal gold mining or illegal gold mining. It's always going to be both. And it's about ore for our industry. It's about copper for our industry. And now I come to the point, and this is the Mercosur trade agreement. And this Mercosur trade agreement should create the biggest free trade zone of the world. And there's a clear reason why European companies are so keen to sign this trade agreement, because they want free access to mining products and free access to so-called commodities, which is the agricultural goods that I have described. And they want access to this market, to a free access to this market, to compete on every public procurement, to sell our cars, our machinery, our industrial products. There's nothing bad in principle about trade. But if you organize trade in a way that it is destroying the forests, that it is killing indigenous communities, that it is poisoning the soil and wasting the soil, then this is not something we should engage in. This is not a sustainable business case, but this is pure destruction for quick and fast profit. And we have to name it. In Europe, there's some resistance still against Mercosur trade agreement. I'm an organic farmer, so I kind of belong to the farming community. The Agricultural Committee, I think, is the last one here in the House that has a majority against Mercosur trade agreement. Not because they want to protect the forest, no, let's not be naive. Not because they care about indigenous communities. Some members do, but the majority doesn't. But because they fear the competition of big agro-industrial enterprises. And what was really eye-opening for me, I was visiting the Small Farmers Association in Brazil. You can join there from 20 to 400 hectares. Average size in Europe is 17 hectares, just to mention that. So up to 400 hectares, you're a small farmer in Brazil, because the real farms, they have 15,000, 20,000 hectares. Or farms, latifundias, they call them. It's not farmers, it's big oligarchs that have people working in very dire conditions on these farms, so socially also abusing the population. And our farmers fear this competition, but also the farmers there asked us to not sign this trade agreement, because the pressure by agro-industry on their patches of land where they do real farming is already so intense. So it's actually farmers on both sides which stand up against it. And I tell you, I take every ally to fight this Mercosur trade agreement for different reasons. I'm happy to take them all, because this trade agreement, unfortunately, does not guarantee an end of deforestation. It does not guarantee protection of indigenous communities. It does not guarantee a lower use of pesticide or more respect for nature when it comes to the production of agricultural goods. And it does not ensure environmentally friendly or anyhow respective mining systems. It will just accelerate what destroys these countries, what destroys the forest, what destroys the indigenous communities. And that's why we need as many of you as possible to be loud, to be clear, to stop this Mercosur trade agreement in this form as it is now, to stop it. And it's not going to be easy, because the geostrategical situation is kind of undermining these precious arguments. We're now hearing, yes, but we need to diversify our trade relations. Well, we might do so, but we need to do it in a fair and sustainable way. I hear the argument, well, the democracies of the world need to stand together in times where authoritism is rising. And yes, Brazil is a democracy. Argentina is kind of still, let's consider it a democracy. Yes, democracies need to stand together, but for the good of people, for the good for the planet, and for the good of sustainable relations, and relations on eye level, and not a new form of colonialism. And this is unfortunately what this trade agreement is. So I hope I was able to convince as many of you as possible to stand together with us to try to stop this trade agreement together. Stop Mercosur now. Et donc vous voyez que vous pouvez être les alliés de pas mal de batailles, et si vous avez besoin d'arguments supplémentaires, Greenpeace a publié aujourd'hui une étude qui montre qu'il
JBS, qui est un géant agro-industriel brésilien, va largement bénéficier de cet accord, alors qu'on sait quelles conséquences ça va avoir, notamment sur le recul des terres indigènes et voilà, l'augmentation de la surface agricole dédiée à l'exploitation et à l'agro-industrie, plus 1,2 milliard d'euros de bénéfices, c'est ce qui est attendu pour cette industrie agroalimentaire. Et donc évidemment qu'il y en a qui vont profiter du système, mais à quel prix? À un prix social, environnemental que l'on ne peut pas accepter. Donc vous aurez des occasions de vous mobiliser. Je suis certaine que nos agriculteurs reviendront dans la rue puisque le contexte géopolitique évoluant, je vois un pouce levé d'une représentante du secteur là-bas avec qui je vous inviterai aussi à échanger tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il y a des batailles dans lesquelles on peut trouver des alliés qui parfois sont aussi directement impactés par des accords commerciaux comme celui-là, et on ne se le dirait pas, mais si, santé des consommateurs, agriculture et modèle agricole que l'on veut promouvoir, une agriculture familiale, locale, sont directement menacés. Ça fait beaucoup de choses. Donc je suis certaine que ça bouillonne aussi chez vous, d'envie de poser des questions, c'est le moment, puisque voilà, nos invités sont là pour vous aussi, pour répondre à vos questions, interrogations. Dans la langue de votre choix, puisque on a aussi les casques et on peut aussi écouter. Alors, la première main levée était au bout, et puis Kim. Oui, vas-y. Oui, bonsoir. Je suis Larry du collectif Rise for Climate. On défend, on s'oppose au traité de l'Union européenne et Mercosur depuis longtemps. Ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez concrètement comme résultat de la COP30, vu que d'une part, ça se passe à Belém, donc ça devrait faciliter la participation des représentants des peuples indigènes, que la présidence de la COP brésilienne a envoyé plusieurs communiqués très, très positifs. Ils ont lancé un appel à une mobilisation qu'ils appellent Mutirão. Vous pouvez peut-être expliquer mieux que moi en quoi ça consiste. Par contre, j'ai l'impression que Lula a une position un peu ambiguë concernant l'exploitation des ressources au Brésil. Et puis on sait aussi que à la COP, il faut un consensus, il faut l'unanimité, et donc il suffit qu'un pays bloque, comme ça a été le cas précédemment. Voilà, merci. Voilà. Ah d'accord, voilà. Oui, bonjour. On l'a pas fait exprès. En fait, je suis du même collectif. Hein, on organise des mobilisations pour le climat depuis 7 ans à Bruxelles. Là, dans le film, vous voyez, donc c'est une de nos manifestations qui paraît dans le film, où il y avait les représentants indigènes. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce que vous prévoyez des mobilisations, par exemple, avant ou lors de la COP? On sait par exemple que la veille de la COP, par exemple le 9 novembre, serait vraiment un bon jour de mobilisation, et vous pourriez lancer en fait avec nous, avec tout le monde, un appel à la mobilisation mondiale, parce qu'en fait il y aura des manifestations lors de la COP là-bas à Belém, mais partout en Europe on pourrait participer de cette façon-là. Donc c'est vraiment le moment de le faire, parce que si c'est trop tard, nous on n'a pas le temps de s'organiser. Et alors par exemple à Bruxelles, il y aura 2 manifestations importantes par rapport au traité Mercosur, donc le 24 juin à 17h devant le Parlement européen. Donc c'est avec des ONG européennes et belges. Et puis le 26 juin, ça c'est nous qui l'organisons avec les ONG européennes, avec des membres du GIEC, des artistes, des ONG belges, la coalition climat. Et donc là, ce sera le 26 juin, lors du sommet européen des chefs d'État. Et donc nous, on pense toujours que quand il y a un sommet, comme là dans le film, on pense qu'on a une responsabilité en tant que Bruxellois de devoir être sur place. Les 27 chefs d'État sont là, nous on doit y être. Et donc voilà, c'est des exemples d'actions qu'on devrait mener tous ensemble aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc une question sur la COP, et je vais laisser peut-être d'abord répondre les intervenants qui le souhaitent. Donc une question sur la COP et ce qui est attendu de la COP, et la suite de la mobilisation et la possibilité de lancer une mobilisation, en tout cas européenne et voire mondiale, autour de la COP. Je veux bien me lancer, merci beaucoup pour les questions. Je pense que pour la COP, donc
nous, on part avec 3 objectifs qu'on est encore en train de bien écrire en termes de demandes concrètes. Mais comme ça, vous savez qu'on va se baser sur une demande liée évidemment à la présence de représentation de la société civile et surtout, la représentation des peuples autochtones, vu qu'on en sera au Brésil. Et donc là, ce sera vraiment ce type de revendication, avec avoir en sorte qu'il y ait une décision qui soit prise structurelle afin de s'assurer d'une meilleure représentation de la société civile pour les futures COP. Donc ça, c'est en coalition aussi avec les associations locales sur place. Et puis sur 2 autres sujets qui sont une continuité, entre guillemets, logique des autres COP pour ceux qui suivent, c'est en termes de finances, augmenter le financement surtout des pertes et des dommages. Et puis deuxièmement, c'est l'éléphant dans la salle à chaque fois, les énergies fossiles. Mais comme vous l'avez dit, et comme on le sait, il faut ce consensus, et donc la tension sera énorme. Vous pouvez voir qu'on n'aura évidemment pas les États-Unis avec nous, donc ça sera hyper compliqué, mais on se battra quand même pour parler de ce fameux éléphant dans la pièce qui est constamment, chaque année, les énergies fossiles. C'est dingue, ça paraît fou, mais c'est vraiment ça. Donc nous, on va faire en sorte que ça soit en tout cas au centre de l'attention médiatique et publique, pour l'espérer que ça le soit aussi politiquement. En termes juste de mobilisation, je tiens aussi à préciser, noter vraiment dans votre agenda que le 5 octobre, c'est la grande marche pour le climat en Belgique. Il y en a une annuellement où on essaie de mobiliser massivement les gens. Donc s'il vous plaît, venez avec nous dans les rues le 5 octobre. Alors moi, j'espère que je ne serai pas avec vous parce que je démarre ce jour-là sur le voilier pour faire la traversée de l'Atlantique. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre parce qu'on va faire cette grande traversée pour arriver au Brésil, et on va en faire tout en documentaire, tout en narratif, et surtout vous pouvez nous suivre en ligne pour avoir les actualités en live de ce qui se passe sur le voilier, mais aussi de ce qui se passe à la COP, et on aura besoin de votre mobilisation. Donc comme tu l'as dit, Kim, on aura besoin à ce moment-là d'une mobilisation aussi en Europe. Et maintenant, ça fait quelques années que je vois un peu les dynamiques que c'est d'être dans ce type de conférence. Et en fait, on a besoin en live parfois, en quelques heures, d'une mobilisation massive. Et donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, j'insiste vraiment sur le fait de nous suivre de près, parce que à ce moment-là, on aura, j'en suis sûre, besoin de vous pour alerter certains politiciens, pour partager du contenu et pour peut-être vous mobiliser aussi ici sur place. Parce que, par exemple, je sais très bien que à différents moments pour les autres COP, on a eu besoin qu'il y ait des mobilisations en Belgique la première semaine, parce que les politiciens ne sont pas encore sur place, ils arrivent souvent la 2e semaine. C'est les diplomates qui viennent plutôt la première. Bref, ça c'est un peu du contenu niche. Mais ce qui est intéressant à savoir du coup, c'est que parfois, en fait, la mob doit se passer en Belgique la première semaine de la COP, et nous, on gère la 2e semaine. Donc en gros, on doit collaborer ensemble pour que cette COP, en termes de mobilisation, ça soit massif et qu'ils sentent l'impact quand ils sont encore ici, sur place en Belgique. Et quand ils sont à la COP, nous, on gère cette partie-là. Donc, on aura vraiment besoin de vous le 5 octobre. Et on aura besoin de vous probablement durant ces 2 semaines. Donc, si vous pouvez nous suivre de près, je peux vous assurer que nous, on va faire en sorte que la stratégie soit bonne et qu'on fasse appel à vous au bon moment, au beau timing. Voilà. Vou perguntar ao senhor aí que se o governo já fez alguma iniciativa aí. Não, porque desde ano passado o COP30 pessoas estão falando, mas só que não tem. Por exemplo, no ano passado teve muito queimados, inclusive nos territórios quase a metade o fogo tomou. Então, e até quase a minha aldeia que quase todos, a minha casa, a casa dos parentes, e a minha filha está gravando e pedindo socorro. Então, desde ano passado não está tendo isso aí. Eu acho que, eu não sei porquê. Então, como o senhor perguntou, estou respondendo isso para você. Mas eu acho que com grande encontro internacional a gente podemos
participar também. E, então, por isso eu queria também levar as mulheres, o jovem, a criança também, para participar, COP30, para a gente poder fazer o barulho, para ver se pessoas veem a nossa preocupação. Isso que eu tenho aqui para falar. Je voulais dire, vous répondre à la proposition de Rise for Climate de faire des relais sur la journée du 9 novembre. Super intéressant. Et j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, le sommet des peuples à Belém. Ça serait bien de se mettre en lien dès maintenant avec ceux qui préparent ce sommet pour pouvoir faire quelque chose qui puisse justement être prêt et avoir de la force. C'est justement ce que j'appelais tout à l'heure. Donc, vous dire que nous, de notre côté, en fait, on prépare à travers ce projet, avec l'aide de la princesse Esmeralda aussi, qui est co-réalisatrice du film. On a lancé l'idée de proposer à tous les jeunes et professeurs qu'on rencontrait et qu'on va rencontrer, et aussi toutes les communautés indigènes avec lesquelles on est en lien, de travailler sur un plaidoyer en faveur de l'éducation comme levier pour avancer plus efficacement sur la lutte contre le changement climatique. Renforcement de l'éducation climatique, elle est assez désastreuse en fait. Et bien sûr, il y a quelques professeurs pionniers, bien sûr, vous avez certains qui sont à la pointe de ça, mais honnêtement, sincèrement, il y a du travail. C'est aussi pour ça que les professeurs, des fois même des chefs d'établissement nous appellent pour que nous, on puisse montrer nos contenus, inviter des leaders indigènes, tout ça. Mais parallèlement à ça, je ne sais pas si le cacique Taou va renforcer cela, mais il y a vraiment une dégradation malheureusement du tissu culturel, parce que les jeunes aussi, dans les villages indigènes, sont face à la pression de la proximité des villes et de cette civilisation qui ravage tout. Ils sont déstabilisés et puis ne pratiquent plus la culture. Et donc, eux veulent renforcer ce qu'ils appellent une éducation différenciée, c'est-à-dire avoir aussi le droit, certes, d'avoir des matières qui leur permettent d'étudier les langues étrangères. Pourquoi ? Pour défendre leurs droits, par exemple, de connaître aussi les matières basiques qui leur permettent aussi de comprendre, communiquer sur ce qui se passe sur leur territoire, mais aussi préserver leur culture, avoir les moyens de pouvoir enregistrer les paroles des anciens et de pouvoir en faire aussi après du matériel pédagogique. Et tout ça, c'est un besoin criant. En fait, dans la réalité, c'est venu d'où aussi, c'est que je travaille avec le cacique Raoni depuis très longtemps. Et dans la réalité, quand il a fait tous ses voyages en Europe, il a parlé à chaque fois de cela comme une préoccupation importante, mais les médias n'ont jamais relevé ça. Donc parmi toutes les choses qu'il y a à faire, vous avez compris que malheureusement, les peuples indigènes sont sous pression de tous les côtés. Et entre toutes les batailles qu'ils doivent aller mener à Brasilia en quittant leur territoire, il y a aussi cette question qui a été laissée un petit peu en arrière-plan, mais qui, dès que vous discutez avec une communauté indigène, et on l'a fait en avril, tous vous disent c'est prioritaire en fait dans la question de l'éducation et de préserver notre culture, et qu'on nous donne les moyens de le faire. Mais c'était laissé en arrière-plan. Donc on veut vraiment, excusez-moi, mobiliser tout le monde pour pouvoir lancer un grand appel, et pourquoi pas le faire le 9 novembre, et en synchronicité avec vous et d'autres mouvements. Je pense que ça donnera vraiment du sens et un impact très fort à ces messages-là, donc à votre disposition. Merci beaucoup. J'aimerais alterner des prises de parole hommes-femmes, s'il y a des questions là. Un petit mot que je souhaite ajouter sur les enjeux de la COP aussi en tant que groupe des Verts. On y sera représenté évidemment. Donc on a des collègues qui participent systématiquement à ces conférences. Le paradoxe quelque part de le faire au Brésil cette année dans un contexte de recul généralisé de cette conclusion imminente de l'accord UE-Mercosur, du recul du côté européen de la loi anti-déforestation, mais aussi dans un pays qui est quand même le 8e producteur pétrolier, de pétrole. Et donc cet enjeu qu'Adélaïde pointe est fondamental, c'est se retirer des énergies fossiles fait partie des enjeux qu'on n'a pas encore réussi à obtenir, mais qui est évidemment clé. Il y a la question toujours lancinante du financement de la transition, puisque là aussi on a des problèmes. Et avec le fait que Trump non seulement est un gros climato-sceptique, mais en plus a déjà décidé de retirer l'USAID. Qu'est-ce qu'on peut attendre des contributions des partis et d'engagements forts en termes de financement de la transition, notamment dans les pays les plus impactés. Mais ce sont des enjeux qu'on se doit en tant que responsable politique aussi de remettre sur la table. Et au plus il y aura une mobilisation
dans la rue, via les organisations, via les réseaux sociaux évidemment aussi, et au niveau politique, au plus on sera puissant pour remettre l'agenda climatique à l'ordre du jour. Parce que je peux vous le dire que quand il n'y a pas la pression populaire derrière, il n'y a pas non plus la tension politique nécessaire. Quand la pression, elle est là, quand les responsables politiques savent qu'il y a, qu'ils sont regardés par rapport à leur action climatique, ils vont davantage bouger. Aujourd'hui, on est dans une majorité au niveau européen, au niveau mondial, qui est clairement reparti dans un agenda climato-sceptique. Et donc on doit renverser ça et remettre tous ensemble la question à l'agenda. Et la COP est évidemment un moment politique, symbolique, extrêmement important pour le faire. Et donc du côté européen, on compte aussi faire en sorte qu'il y ait un agenda fort. D'ici là, nous, on veut confirmer l'objectif de 90% de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2040. On est en train de pousser cet agenda-là pour que l'Union européenne ait quand même encore des engagements, malgré le recul généralisé, notamment du pacte vert, des engagements forts en vue de la COP. Il y a eu un doigt levé là-bas, madame. Bonsoir. Vou tentar fazer minha pergunta em português. Eu sou Charlotte, hoje eu trabalho aqui no Parlamento em investigação sobre a ação climática. E então a minha pergunta vai para o senhor Cacique, que também agradeço pela presença aqui hoje. É porque a gente não tive a sua opinião sobre a demarcação, que foi uma solução proposta muitas vezes hoje. E eu estou me perguntando muito sobre esse tema porque no meu imaginário, talvez uma demarcação vai ajudar para que o agronegócio não entre numa terra indígena, mas também um traficante que já está fazendo coisas ilegais. Será que traficantes vão também, com a vista de uma demarcação, não entrar numa terra indígena, porque que seja traficante de madeira, de ouro, de espécies nativas? Eu acho que como o traficante já não respeita a lei, a vista da lei nesse território, através dessa demarcação, será que de verdade pode ajudar? O que você acha desse tema? Então, é uma boa pergunta e tem muito território não foi demarcado e o nosso também há territórios Caporto ali demarcados e tem Caporto Ninória que não está demarcado. Estamos lutando para demarcar também e onde o cemitério do meu avô Cacique Raoni e um antigo aldeia deles, do meu pai, do meu avô. Então, mas a lei brasileira está travando, está impedido. Então, primeiro, Lula, no outro mandato deles, está demarcando a terra. Um pouco, não muito. Mas agora, com esse mandato deles, atual, trabalho deles, a demarcação não está indo bem, alguns estão parados, não estão demarcando todos. Não está demarcando todos. E a nossa comunidade, nosso povo, estão sofrendo. Então, por isso, estou aqui para falar isso também. E a terra demarcada é muito bom, onde nós temos a saúde melhor, onde a gente tem a nossa cultura, tem a nossa caça e pesca, porque nós primeiro moramos no Brasil, então nós temos o direito de viver bem,
e em paz. Então, por isso que estamos aqui para falar isso também. Não é bom que o governo Lula agora está aumentando a demarcação, mas tem lei, tem pessoa que está travando, está impedidos, mas eu preciso que o pessoal daqui, inclusive o governo daqui também, para ir cobrar Lula, que é o governo deles, que ele está mandando o Brasil, e tem que falar para eles ficar forte para poder a nossa terra seja demarcada, porque a nossa território Capolinória, onde o cemitério do pai do Raoni, a gente precisa muito. Enquanto o Raoni está vivo, a gente precisa que esse território seja demarcado. É isso. Je me permets d'intervenir aussi sur cette question fondamentale parce que c'est une question sur laquelle, qui est centrale de notre film que vous n'avez pas vu en entier, cette question de la démarcation des terres indigènes et de notre travail en général à Planète Amazon. On a beaucoup accompagné le cacique Raoni quand il tentait de faire démarquer sa terre indigène Capotninore. Il se trouve que c'est un projet sur lequel on a une responsabilité. Cette question en fait de la démarcation des terres indigènes devrait être en fait centrale dans toutes les discussions qui ont lieu par rapport à la protection de l'Amazonie. Il se trouve que au sommet de la Terre de 1992, les pays du G7 à l'époque se sont engagés à aider à la démarcation des terres indigènes. Il se trouve que c'est sur la base d'un contrat qui était clair, c'est le contrat fixé par la Constitution de 1988 au Brésil. Alors tenez-vous bien, la Constitution brésilienne s'engageait, et donc c'est dans le texte que vous pouvez trouver sur Internet, juste après cet événement. Normalement, toutes les terres indigènes du Brésil auraient dû être démarquées dans un délai de 5 ans. 1993, ça aurait dû être fini le travail. Nous sommes en 2025. C'est loin d'être fini. Alors, qu'est-ce que ça induit comme problème ? Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas travailler sur la seconde étape. Parce que, en fait, ça, c'était que le début du travail. Le consensus international, ça a été d'investir des fonds sur cette démarcation des terres indigènes sur la base, en fait, du texte final de Rio 1992 et, en fait, dans l'idée de protéger les générations futures. Donc, finalement, c'est vrai qu'en n'aboutissant pas à cette démarcation, en ce qui concerne non seulement l'Amazonie, mais comme le disait tout à l'heure le député Thomas Weiss, aussi les autres écosystèmes importants au Brésil, Pantanal, Cerrado et autres, qui sont tous ravagés aujourd'hui, ça induit quoi ? Ça induit qu'on n'a pas pu passer à la seconde étape. Parce qu'une fois que ces terres sont démarquées et protégées, il faut peut-être assurer leur sécurité, leur protection. Et donc, c'est vrai que Madame expliquait, mais qu'est-ce qu'on fait face aux narcotrafiquants, aux bandes armées qui envahissent les territoires ? Par exemple, le territoire Yanomami, qui est ravagé, donc qui a été ravagé en tout cas sous Bolsonaro par des dizaines de milliers de chercheurs d'or. Ce sont des bandes organisées, c'est le crime organisé avec des Uzi, comment vous voulez faire face à ça ? C'est pas le cacique Taou avec quelques milliers de kayapos non armés qui vont pouvoir faire face à ça. Donc c'est ça que ça induit aussi. Le fait de ne pas terminer la démarcation de ces territoires fait qu'on ne peut pas aussi penser à leur sécurisation. Sécurisation aussi par la surveillance satellite. Donc là, je veux dire que dans ces négociations du Mercosur, et pour en revenir au Mercosur, c'est aussi quand même terrible de se dire qu'on va encore plus fragiliser ces territoires alors qu'on n'a même pas fini le travail correctement. Alors qu'on est engagé là-dedans et que nous devrions aussi avoir un devoir d'inventaire. Trop facile de laisser aussi ça uniquement sur le dos du président Lula. Nous aussi, tournons-nous vers nos dirigeants actuels en disant « Mais attendez, on n'a pas signé des accords pour protéger ces territoires. Il y a un certain temps, on devrait quand même les protéger. » J'allais vous dire aussi une autre chose dont on n'a pas parlé par rapport à cette campagne Mercosur que vous menez. Actuellement, dans le territoire du cacique Taou, il y a des pressions phénoménales qui sont faites pour augmenter la production de soja. Et ça, on peut avoir un rôle à jouer ici en Europe. Le gouverneur du Mato Grosso veut casser le moratoire du soja qui protège les territoires indigènes. Ça a lieu en ce moment. On a eu une rencontre avec le cacique Taou et des producteurs français, des chaînes de magasins, pour les sensibiliser à cette question-là. Il y a aussi un projet
d'asphalter une route qui coupe le territoire du cacique Taou pour évidemment augmenter aussi la production de soja. Il y a aussi le projet du Fer en Grand qui est une énorme voie ferrée pour acheminer encore davantage. Et ça, en toile de fond, il y a l'accord du Mercosur. Évidemment, ça c'est fait pour préparer cet accord. Donc vous voyez qu'on a beaucoup à faire aussi de notre côté pour pouvoir se mobiliser. Voilà.